Bonjour, bonsoir, 17h, heure normale de l'Est, 22h, temps universel. Vous êtes à l'écoute de Radio 4 saisons, les rendez-vous GK. Écoutez, Guillaume Coffy vous présente, tous les jeudis soirs, dès 17h, sur les ondes de la Radio 4 saisons, les rendez-vous GK. C'est un espace d'expression, un moment de partage et d'enrichissement. Ce sont des échanges pertinents sur différentes thématiques, pour la recherche de solutions aux problématiques sociétales. Alors, Guillaume Coffy vous donne rendez-vous, jeudi à 5h de l'après-midi, sur les antennes, de la Radio 4 saisons. Moblina gwe mami yiko when I was saying bana we are yi kame no wawa enya ba say you baby wa do kulani do wa yo rale amini you wa lava mani do tatele wa wa mi ajeri aje kokoni wa ni ba preka yimi Iri aje papa nini, wanewa preka ime. Mombru na gwe mami yikon, wenya ba se yibana, we a yika mina wawa. Inya ba se yi, iti ya wa tutu kulani, turu wa ya mini, nyuwa lava mani, toto tatali awa. Wami ajiri aji poponi, wani ama preka ime. Kiri aji poponi ni, wani ama preka ime. Wakemi ansala kalingwa wano awodi, yebule kiyanyo. Mobli na gwe mami yiko, when I was saying bana. We are yi coming on wawa. Mobli na we mame yi kone. When I was say bana, we are yi coming on wawa. When I was say you baby wa to kulani. Duru wa ira mini. You a lava mani. Do tatalia wa. Wami agiri agi papani. Wanyawa preka ine Kiri aje papa nini Nous recevons aujourd'hui même, Monsieur Laurent Kwasi, essayiste, auteur des livres. Il viendra présenter ces deux œuvres. Dans quelques instants, il nous rejoindra. Matuna meni Kiri na waje no kuleni Anyanja One jupani makakilani Dili me poli Sanya jipa wo ekakilani Mani dayile Wana mani Ini abakiri awani ekami awa Jipa yiri awani jipa yiri awo Kajeli awani ya kami awa Giba yiri awani giba yiri awo Giba yiri awo Giba yiri awo Mwana ni kajeli ya kami awo Giba yiri awo Giba yiri
awoni na jinyosi Toto kune mo yirele kalane ajame Okatuni etuloko Toto kwali ko asabane ajame ke Wana mania Ini awajiri awani akami awa Giba yiri awo Wana mani Ene kajere awani akami awa Giba yiri awo Giba yiri awo Oh Wana ni wajiri akami awo Giba yiri awo Les rendez-vous GK, la référence qui fait la différence. Les rendez-vous GK, c'est avec Guillaume Kofi. Diguinho, wakamelela, toile podele, onyo, wakamelela, toile podele la you. Wana nika manian, manian kuko sayi. Yokunye pe amanian manian kuko sayo Etonya no sani ngere ni amana ne woje ni wabru wagweni wanye na to sani ngere ni amana nete wato aleni Wakamerene, sirileja Iginye pe kamelema, sirikinyo
Diguinho, Wakamelela, Wanen, Wale Potelen, Onyaoni, Wakamelela, Wanen, Wale Potelema. Etonya na sani gele ni amana ni waje ni wabru wa gweni wanye na wasani gele ni amana ni je ne wato ala ni nyu wakamile ni silileja iginye pe kamele ma silileja. Je vous l'avais promis, Monsieur Laurent Kwasi, qui est à Ajax, en Ontario, ici au Canada, est en direct. Bonsoir, bonne arrivée, Monsieur Laurent Kwasi. Bonsoir, Monsieur Guillaume Kofi. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Je vais très bien. Ok, nous avons décidé de parler de vos 2 livres. Le dernier qui est sorti, Mon carnet de la quarantaine, enjeu de nombreux incongrus des sociétés africaines, le cas de la Côte d'Ivoire et le tout premier Côte d'Ivoire, la grande parenthèse, devoir de mémoire. Comment est-ce que vous vous ressentez aujourd'hui même pour parler des 2 livres? Je me sens bien parce que l'idée derrière la publication de ces 2 livres, c'est de faire en sorte que les petites idées qu'on a puissent avoir un parcours. Bon, donc, toutes les chaînes, toutes les occasions sont toujours les bienvenues et donc je suis très satisfait pour l'invitation. Merci encore Radio 4 saisons. Merci encore et puis à la façon ivoirienne, Akwaba chez vous. Merci. Au plaisir. Vous restez là, nous allons revenir pour discuter dans la forme et le fond, bien sûr. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio 4 saisons, la belle des belles. Écoutez, Guillaume Kofi vous présente, tous les jeudis soirs, dès 17h, sur les ondes de la Radio 4 saisons, les rendez-vous GK. C'est un espace d'expression, un moment de partage et d'enrichissement. Ce sont des échanges pertinents sur différentes thématiques, pour la recherche de solutions aux problématiques sociétales. Alors, Guillaume Kofi vous donne rendez-vous, jeudi à 5h de l'après-midi, sur les antennes de la Radio 4 saisons. 17h14 heure normale de l'Est, 22h14. Vous avez écouté, vous avez entendu Monsieur Laurent Kwasi. Oui, il est canadien d'origine ivoirienne, diplômé de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Ancien cadre de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE. Il a immigré au Canada en 2006 et il réside dans la ville de Ajax qui est dans la province de l'Ontario. Il y est avec son épouse et leurs 2 enfants. Monsieur Laurent Kwasi, bienvenue encore chez vous. Au nom de la direction du PDG de la radio, je voudrais dire à quoi bas encore vous êtes chez vous à la maison, à la radio. Merci encore. Et puis le dernier livre, Mon carnet de la quarantaine, le premier Côte d'Ivoire, la grande parenthèse. Nous avons décidé de parler des 2 livres, mais effectivement, nous allons aussi nous tabler sur le dernier paru, c'est-à-dire Mon carnet de la quarantaine. Nous allons passer d'abord par des petites questions concernant le premier livre. Et puis, bien sûr, ça sera des échanges vraiment entre nous, quoi, entre amis, quoi. OK? Ok, ça me convient parfaitement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle que M. Laurent Kwasi est essayiste, il est auteur de livres. Et le thème du jour, présentation générale des livres, donc de ces 2 livres. Monsieur Laurent Kwasi, c'est qui? Je vous l'ai déjà présenté succinctement. Monsieur Laurent Kwasi, Côte d'Ivoire, la grande parenthèse, devoir de mémoire paru en 2019.
Comment vous est venue l'idée déjà de ce titre-là? Que voudriez-vous dire par là? La grande parenthèse, non pas parce que je considère que tout ce que la Côte d'Ivoire a vécu doit être mis dans une parenthèse et qu'on oublie. Non, je considère cette période-là comme un passage très douloureux de la vie de la nation ivoirienne. Et donc, c'est vraiment ces événements-là qui devaient nous aider à pouvoir guérir le pays, puisqu'il faut qu'on arrive à soigner un peu tous les dysfonctionnements, tous ces gros problèmes que le pays a connus et qui a fait qu'on a basculé dans l'horreur. Et donc, la résolution de ces problèmes est gage d'un avenir serein, surtout que nous tous nous aspirons à ce que le pays retrouve la paix, la stabilité, parce que la Côte d'Ivoire a toujours été un pays de paix depuis l'indépendance en 1960. Et puis, cette paix-là qui a été entachée par une histoire aussi jeune, je dirais, de la Côte d'Ivoire, déjà même par l'image en couverture de livre, la carte de la Côte d'Ivoire traversée par une séparation d'est à l'ouest. Dites-moi, que vous inspire cette illustration des positions militaires? Oui, c'est un peu cette carte de la Côte d'Ivoire qui marque un peu cette période tragique de la vie de la nation ivoirienne. Voir un pays totalement divisé de l'Est à l'Ouest, avec une ligne de débarcation totalement connue et bien visible. Les gens du Sud peuvent aller difficilement au Nord, les gens du Nord peuvent venir difficilement au Sud, avec toutes les tracasseries qu'on a connues. Et donc, un pays totalement divisé, c'était pour montrer un peu cette image qui a marqué l'esprit des uns et des autres à travers cette période que j'ai qualifiée de grande parenthèse et qui a été matérialisée par cette carte de la Côte d'Ivoire totalement divisée. Une Côte d'Ivoire divisée, et bien sûr, nous l'avons dit, l'image à la page de couverture et aussi ce qu'il y a, ce dont vous avez parlé dans le livre. Et moi, je me demandais, est-ce que vous n'avez pas craint quelque part de ressasser une période de douleur refoulée ou bien même oubliée? Moi, je dirais que c'est le contraire, parce que tout ce qui se passe dans une nation, dans un pays, doit être l'affaire des fils et filles de ce pays. Et donc, en parler, c'est un citoyen qui a aimé ce pays, qui donne son point de vue sur tout ce qui s'est passé. Il le faut. Parce que c'est notre histoire. On doit se l'approprier. Se l'approprier veut dire qu'il faut qu'on puisse inonder ce pan important de l'histoire de notre pays, de nos versions. Les versions peuvent être différentes, peuvent être totalement opposées, mais peu importe. Ça permet d'alimenter et de rendre ça plus dense et faire en sorte que les personnes demain, quand je dis demain, c'est pour les générations futures. Celui qui veut savoir qu'est-ce qui a pu bien se passer dans ce pays, dans cette période-là, on lui donne la possibilité de parcourir toutes ces versions, tous ces écrits, des fils et filles des pays, des personnes qui ont vécu ces événements et qui savent exactement ce qui s'est passé. C'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à notre place. Et à ce propos... Donc en parler, pour moi, c'est pas réveiller les choses, mais c'est participer. C'est pourquoi on parle, le titre le dit très bien, devoir de mémoire. C'est juste pour cette mémoire, faire en sorte que nous, on ne puisse pas oublier et que de génération en génération, les gens puissent savoir exactement qu'est-ce qui a pu bien se passer. Merci déjà, M. Laurent Kouassi. Nous aimons vraiment le titre même. Et puis, j'ai parcouru le livre. J'avoue que je n'ai pas terminé les 2 livres, mais déjà, les chapitres que j'ai lus me sied. Et puis, je pense que ça a été un travail de fourmi. Bravo déjà, bravo pour le travail abattu, cette qualité que vous avez mise dans l'écriture de chaque livre. Nous sommes heureux d'en parler avec vous. Dites-moi, quel accueil a eu le livre justement au sein de la diaspora ivoirienne et en Côte d'Ivoire? Ok, pour le moment,
lancement, comme vous le savez très bien, le premier est sorti en 2019, décembre 2019. J'étais même au pays, j'ai même pas pu procéder au lancement parce que c'était une période très courte et puis les choses n'ont pas pu être comme il le fallait. Et donc, en 2020, on est tombé dans cette période due de cette pandémie et qui a fait que toutes les activités, tout ce que on avait prévu faire pour le lancement de ce premier livre n'a pas pu être fait puisque on était vraiment limité au niveau des mouvements, au niveau des actions à mener. Et donc ça fait que le premier, lui, n'a pas pu bénéficier d'une publicité ou bien d'un lancement officiel. Et donc, ce qui a fait que l'année passée, plus précisément en décembre 2022, j'ai pu me rendre au pays et j'ai fait le lancement des deux en même temps. Quand bien même les deux ne sont pas sortis à la même période, l'autre en 2019, l'autre en 2022, mais j'ai procédé au lancement des deux parce que je considère que le premier n'a pas pu être lancé comme il faut. Donc, jusque-là, depuis le lancement, je pense que les choses se passent très bien. Chaque chose a sa propre allure et tout ça. Et donc, je pense que je me prépare globalement de comment est-ce que ça évolue et l'accueil. Jusque-là, l'accueil est vraiment très positif. Tous ceux qui ont pu lire, tous ceux qui ont pu avoir le temps de parcourir même quelques feuilles, te le diront, oui, et tu l'as si bien mentionné, très facile à lire, très accessible, très compréhensible, et puis disponible pour tout le monde. On peut comprendre exactement ce qui s'est passé dans un français très simple et très clair pour que tout le monde puisse avoir la compréhension qu'il faut. Merci déjà. Nous sommes à 17h23, heure normale de l'Est, 22h23, temps universel. Nous recevons M. Laurent Kouassi, essayiste, auteur des livres, et nous parlons de son premier livre avant de continuer avec le second, sinon le deuxième qu'il a écrit. Et moi, je vais ouvrir une petite parenthèse avant de continuer même sur le premier livre. Monsieur Kouassi, diriez-vous que votre éloignement physique de votre pays d'origine, la Côte d'Ivoire, a concouru à mieux cerner les défis et donc à écrire ce livre? Oui, on ne peut pas négliger cet aspect des choses, ça c'est sûr, parce que comme on le dit toujours, et c'est ça aussi dans la vie courante, plus tu es un peu en retrait, mieux tu arrives à mieux appréhender les choses, à mieux voir les choses, parce que étant dedans, globalement, il y a beaucoup de choses qui peuvent t'échapper, au vu un peu le rythme qu'on a dans nos pays et tout, c'est pas évident. Mais par contre, le fait d'être dans un pays aussi organisé, bien comme le Canada, ça m'a permis de comprendre rapidement que vraiment on croyait et on pensait et on pense que les choses sont peut-être pas totalement bien, mais qu'on était quand même sur la bonne voie. Mais il était vraiment intéressant et je l'ai compris qu'il y a beaucoup de choses à faire parce que ce éloignement-là m'a permis de loin de bien appréhender, de bien voir un peu comment les choses se passent. Et effectivement, oui, ça aussi c'est un aspect qu'on ne peut pas négliger. Merci déjà, merci. Lorsque je jette un coup d'œil à la table des matières de Côte d'Ivoire, la grande parenthèse, devoir de mémoire, je remarque effectivement trois grandes parties. Avec votre permission, je demanderai de résumer chaque partie. Donc nous allons ouvrir le livre. Chers auditeurs et auditrices, la première partie, M. Laurent Kouassi, part de 1960 et se termine en 1993. Quel serait votre résumé? Quels sont les faits saillants dans cette partie? Ok, l'élément essentiel à retenir de cette partie, c'est vraiment un pays qui était reconnu de façon internationale un peu partout comme un pays de paix, un pays tranquille, un pays où d'immigration où les gens y vont parce que ils se retrouvent, parce que il n'y a pas toutes ces crises qu'on vécu que
les populations vivent ou bien ont vécu dans des pays limitrophes autour de la Côte d'Ivoire, bien dans la zone. Et donc, c'est un pays qui était totalement et globalement reconnu comme un pays de paix, de stabilité et aussi en termes de développement aussi très avancé par rapport à certains pays autour de nous. Bon, donc, voilà, c'est une période, on peut pas aller, je vais pas aller dans les détails, quand bien même il y a des aspects où je trouve que, bon, le parti au pouvoir qui était le PDC en son temps, il y avait des éléments que je considère, par exemple, que le président, le père fondateur Félix Houphouët-Boigny aurait dû faire pour préserver un peu tout ce qu'on a vécu, qui n'a pas pu être fait. Mais par contre, c'est vraiment une période globale où tout le monde s'est senti bien, tranquille, dans la paix. On le disait toujours, la paix était notre seconde religion. Et au fouet, nous l'enseignait à chaque fois, à chaque instant. Et donc, c'est ça qui a fait et qui faisait la Côte d'Ivoire. Je rappelle que M. Laurent Kwasi est originaire de la Côte d'Ivoire qui est située en Afrique de l'Ouest, et que vous pouvez savoir un peu plus aussi en allant sur Google, hein, chères auditrices et auditeurs. Google existe maintenant, là. On n'a pas besoin de se déplacer pour aller à la bibliothèque physique. Merci déjà à M. Laurent Kwasi. Et nous poursuivons en parlant de la deuxième partie qui concerne justement la grande parenthèse en Côte d'Ivoire, décembre 1993 à avril 2011. Qu'est-ce qui a marqué cette période? Oui, le grand fait et qui a constitué une rupture totalement qui caractérise un peu cette période, c'est vraiment la disparition du père fondateur. En décembre 1993, la disparition du père fondateur, et même pendant la période de deuil au niveau de la nation, on avait déjà même senti quelques petites tensions, même des tensions entre les personnalités, les dirigeants d'alors, et donc cela présageait du fait que la disparition du fouet allait être quelque chose qui va créer peut-être ce vide et qui va entraîner certainement des problèmes et des crises. Et là, ceux qui ont fait cette analyse-là ne sont pas trompés. La disparition du fouet en 93, et puis bon, 93, 95, jusqu'à ce qu'on arrive en 2011, avril, on est parti de crise en crise, succession de crise en crise, on est parti d'un coup d'État, après un coup d'État, on est parti à une rébellion, après la rébellion, on a fait une élection en 2010 avec tout ce que cela a entraîné comme mort, et donc, je le disais à un ami, j'ai dit, la Côte d'Ivoire a tout vécu pendant cette période. Certains pays, ce qu'ils ont vécu jusque-là, c'est soit juste des coups d'État. D'autres, c'est soit peut-être une rébellion. Certains, c'est peut-être une élection avec des problèmes. Mais nous, la Côte d'Ivoire, on a expérimenté tout, on a tout vécu. On a vécu le coup d'État, on a vécu la rébellion, on a vécu des crises électorales. Donc voilà un peu cette période-là que je qualifie de la grande parenthèse. Non pas parce qu'il faut tout mettre en parenthèse et oublier, mais soigner les éléments qui ont constitué, qui ont été à la base de ces problèmes-là. Les régler, trouver des solutions et faire en sorte qu'on puisse avancer et ne pas retomber dans les mêmes erreurs. C'est pourquoi le thème grande parenthèse ne veut pas dire on met dans la parenthèse, on oublie, mais c'est pour marquer un peu la période que je qualifie de descente aux enfers de la nation ivoirienne. Et justement, vous conviez à une prise de position où vous conviez aussi chacun à donner son avis. C'est pour cela, dans la dernière partie, la troisième donc, que vous avez intitulé « Opinion et point de vue ». Que devrions-nous retenir ici? Oui, donc là, vous l'avez totalement résumé parce que je l'ai dit au début du livre et ça se reflète dans cette partie du livre. Mon objectif et l'ambition que j'assigne à ça, c'est de dire aux gens, aux uns aux autres, tout sachant, que c'est le moment. Parce que tous ces événements graves qu'on a vécus, on ne peut pas les laisser comme ça et ne pas en parler. En parler parce que
c'est notre pays, en parler parce que c'est notre affaire, en parler parce que c'est quelque chose qui doit nous préoccuper. Mais en parler ne veut pas dire qu'on remue le couteau dans la plaie. Non, en parler pour qu'on puisse remplir ce pan de l'histoire de nos versions. Comment est-ce qu'on peut m'expliquer que c'est soit un Français, un politologue, ou bien, c'est pas, un écrivain français qui va écrire sur la crise ivoirienne. Et des fois, on a des frères d'autres pays, notamment le Cameroun, qui vont écrire sur la crise ivoirienne. Mais nous, Ivoiriens, qui avons vécu les faits, qui sommes dans les faits, et qui voyons les faits, et qui connaissons les faits, parce qu'on est dedans là-bas, on sait ce qui se passe, on ne veut pas en parler. Et à côté de tout ça, à côté de toutes ces personnes de l'extérieur qui écrivent sur la crise ivoirienne, on a aussi nos hommes politiques qui écrivent aussi de temps en temps, qui écrivent souvent aussi sur la crise ivoirienne. Mais les hommes politiques, c'est eux qui sont à la base de tout ce que nous avons vécu, que nous vivons au niveau du pays. Pourquoi est-ce que devons-nous laisser ce pan important de l'histoire de notre pays aux mains de nos politiciens pour qu'ils puissent inonder ce passage-là de leur version partisane? Parce qu'un politicien, le politique, lui va toujours écrire en fonction de ses convictions politiques. Bien sûr. Donc, pourquoi pas nous? Parce que ça aussi, c'est notre foi. Redresser le pays, c'est pas seulement l'affaire des politiciens, c'est l'affaire de tout le monde. Et donc, en le faisant, je lance cet appel au début et je donne mon point de vue sur certains aspects des choses qui se sont passées dans le pays pour dire ça, c'est mon point de vue, mon opinion. D'autres peuvent avoir d'autres opinions différentes, d'autres versions différentes, peu importe. Ça, on appelle ça l'enrichissement. On enrichit le domaine, le secteur. Et chacun peut se faire une idée de ce qui s'est passé. Merci beaucoup, Monsieur Laurent Kouassi. Et justement, on est à l'émission Les Rendez-vous GK, un rendez-vous, une plateforme de discussion. Et bien sûr, c'est dans la confrontation des idées, dans l'échange que va jaillir ce que les philosophes appellent cette sagacité-là. Parce que justement, nul ne possède la vérité. Elle n'est pas l'apanage d'un seul groupe, d'une seule personne. Elle est la diversité. Et puis bien sûr, dans cette différence, nous arrivons à nous harmoniser. Merci encore. Il est 17h33, heure normale de l'Est, 22h33 en universel. Nous recevons M. Laurent Kouassi, essayiste, auteur des livres. Nous présentons généralement, non pas généralement, nous faisons une présentation générale de ces deux livres. Et nous avons déjà ébauché tout ce qu'il y a comme élément essentiel au premier livre intitulé Côte d'Ivoire, la grande parenthèse, devoir de mémoire. Merci déjà pour la qualité de votre livre, M. Laurent Kouassi. Et puis j'ai déjà dit, vous avez cette boulimie d'écrire et surtout de bien écrire. Nous aimons cela. D'ailleurs, cette soif-là vous a amené à écrire un autre livre, un second, le deuxième. Déjà, ce second-là est déjà là et nous allons en parler amplement. C'est intitulé Mon carnet de la quarantaine, enjeu des nombreux incongrus des sociétés africaines, le cas de la Côte d'Ivoire. Je répète, Mon carnet de la quarantaine, enjeu des nombreux incongrus des sociétés africaines, le cas de la Côte d'Ivoire. C'est le deuxième livre de M. Laurent Kouassi. Dites-moi, d'où vous vient cette inspiration d'écriture? Je pense que l'inspiration vient simplement de l'amour qu'on a pour ce pays. Ce pays qui nous a tout donné. Ce pays qui a été vraiment un pays exemplaire, un pays de paix, un pays de référence. Mais cet amour-là, ça bat dans le cœur, ça bat. Et on doit aider, puisque je l'ai dit un jour dans une de mes déclarations, le pays nous appelle. Et d'ailleurs, dites-moi,
Est-ce qu'il y a un lien à établir entre le premier et le dernier livre? Oui, parce que le premier, globalement, c'est un peu des opinions, mon point de vue, ou bien un récit. C'est même classé dans la rubrique Histoire, au niveau des maisons d'édition Harmattan, ma maison d'édition. Et donc, c'est un peu l'histoire. Mais en même temps, une histoire où tu lances un regard critique sur le comportement de nos hommes politiques. Et je leur pose la question, pourquoi est-ce que vous, quand vous êtes content, tout le monde est content, tout le monde est heureux, il n'y a pas de pression, mais quand vous n'êtes pas content, quand vous ne vous entendez pas, c'est la peur généralisée dans un pays. Pourquoi est-ce que vous pouvez prendre un pays aussi important, même si c'est pas important, mais pourquoi vous, politiciens, vous pouvez prendre un pays en otage de façon continuelle et continue comme ça. Et donc, en le faisant, comme tu l'as si bien aussi remarqué, ces dernières années, on parle plutôt de temps en temps, souvent, de la Côte d'Ivoire nouvelle, de l'Ivoirien nouveau. Mais c'est quoi ça? C'est qui? C'est quel pays? Donc, m'arrêter juste au premier ouvrage pour juste critiquer, donner un regard critique sur ce qui se passe et autres, et puis m'arrêter là, je trouve que c'était pas suffisant, puisque c'était peut-être pas, la mission n'est pas accomplie. Et donc, je reviens avec le deuxième pour faire des propositions, pour donner ma vision de cette Côte d'Ivoire nouvelle, ma vision de ce Ivoirien nouveau. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais c'est cette vision-là. Et donc, ces deux livres sont vraiment complémentaires, puisque le deuxième balise un peu le terrain, et le deuxième dit, voilà ce que je pense qu'on doit faire pour avoir un pays de paix tranquille et un pays stable. Il y a du boulot à faire, mais il faut faire ressortir le fait qu'il y a vraiment du boulot à faire pour que les gens puissent prendre conscience de ça. Parce que je pense pas qu'on est suffisamment conscient du fait qu'il y a vraiment et énormément de boulot à faire pour pouvoir hisser nos pays à un niveau de développement acceptable. On ne se compare pas aux pays développés, mais à un niveau de développement acceptable. Depuis la parution du premier livre jusqu'à celle du deuxième, est-ce qu'il y a des actions particulières que vous avez entreprises? Vous voudriez partager un peu? Oui, depuis 2019, quand j'ai fait sortir le premier bouquin, je l'ai souligné avec la période de Covid-19, on n'a pas pu faire grand-chose, mais par contre, j'ai fait beaucoup d'interventions, des interviews, j'ai fait des appels, je me rappelle que j'ai fait un appel à la réconciliation et à la paix bien avant, quand il y a eu la crise des élections de 2000, octobre 2020 plutôt, octobre 2020, j'ai lancé un appel à la réconciliation et au dialogue, parce que je me suis dit que les problèmes ont été posés, on a vécu tout ce qu'on a vécu, mais est-ce qu'on doit s'arrêter là? Est-ce qu'on doit croiser les bras? Il faut avancer parce que le pays existe, le pays doit avancer. Et donc, quand bien même ça a été difficile et tout, mais on ne doit pas baisser les bras. Donc, et il y a aussi, quand il y a eu la libération du président Laurent Gbagbo et de M. Charles Blé Goudé, j'ai aussi lancé un appel en disant que j'espère que on pourra prendre, nous Ivoiriens, ce type d'occasion pour pouvoir renforcer la paix et la réconciliation dans le pays. Et quand il devait y avoir des élections législatives après ce qu'on a vécu en octobre 2020, les élections législatives c'était mars 2021, j'ai aussi lancé une campagne pour des élections législatives avec zéro perte humaine, avec zéro décès, un truc comme ça. Et donc j'ai lancé cet appel, j'ai fait une vidéo YouTube, où j'ai publié, où c'est passé, et j'ai fait des publications dans les journaux au pays pour que on puisse sensibiliser les uns et les autres, faire en sorte que on puisse avoir des élections tranquilles, libres, avec zéro perte en vie humaine. Donc,
Et au-delà de tout ça, en juillet 2021, j'ai fait aussi une autre interview pour revenir un peu sur tout ce qui s'est passé dans le pays et puis bon, situer un peu les uns et les autres sur la vision qu'on peut avoir de cette nouvelle Côte d'Ivoire auquel on aspire tous. Donc il y a eu plein d'actions qui ont été posées et qui, oui, quand il y a des événements importants, je préfère donner mon point de vue, ça peut être sous forme d'interview, ça peut être sous forme de déclaration, mais je le fais et toutes ces publications sont dans les journaux, notamment les journaux au pays. Je peux citer, si vous me permettez. Oui, allez-y. Oui, Soir Info, Fragmat, Inter, et tous ces journaux ont fait beaucoup de mes publications dans leur Merci beaucoup, M. Laurent Kwasi. Je rappelle que M. Laurent Kwasi est essayiste, auteur de livres. Le thème du jour, le thème donc de notre échange, c'est présentation générale des livres, les livres qu'il a écrits. Mais nous nous focalisons sur le dernier livre paru, Mon carnet de la quarantaine, enjeu des nombreux incongrus. Enjeu des nombreux incongrus des sociétés africaines, le cas de la Côte d'Ivoire. Nous allons revenir disséquer un peu, juste un peu, hein, chers auditeurs, auditrices, parce que si on vous donne tout là, vous n'allez pas acheter là, hein. Il faut que vous achetiez là. Ah, ok. Monsieur Laurent Kwasi s'est assis, il a écrit là. Oui. Donc il faut que quand même nous contribuions à l'écriture et donc mettre la main à la poche. Bien avant la fin de l'émission, ils vont donner les points de vente et puis voilà, les contacts et tout cela. Mais nous allons marquer un petit temps de pause musicale. Monsieur Laurent Kwasi, nous vous revenons sous peu. Ok, ça marche? Oui, ça marche. À tantôt. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir à tous les gouvernements. Yes, sir. Meublé gay, ça mis succès. On s'en bloque à un nom. Oh, allez yo. Son besoin Gouverneur de fois Lyon. Patron tapé, il casse au caïnois. Belle ville arrangée à terre, caïnois. Le Bitignon, Moussa Traoré, commissaire Loubé. Les pays de là que tu vois, oh, son caleçon est gros. Pour s'y faire au Katera, son caleçon est tiga. Façon il est sapé là, c'est un bit de ses amis là, il compte. Ils ont goyi, ouais. Ouais, ils ont goyi, ouais. Ils ont goyi, ouais. Vous êtes branchés sur la radio du Patrick Kodje, Osso Usako. Vous êtes branchés sur la radio du monde. La famille Revo. Tu as l'habitude d'entendre la nuit tous les chansons crient. C'est juste pour te dire que la nuit tout le monde se ressemble. Y'en a qui portent habit de la petite frère pour venir faire malin au quartier. Voiture de société, ils prennent ça pour nous faire encaisser. Oh. Je donne des souffrances au lieu de chercher à réaliser. Papa se met bien dans les maquis, les enfants mettent de faim à la maison. DJ crie son nom dans le micro, il se sent roi, il se sent chef. C'est quand il voit l'argent là, c'est là son bas s'élève. Oh, c'est où ça te dit que le gars là, son caleçon est gros. Pour s'y faire au quartier là, son caleçon est tiga. Voilà, il est là dedans là, on connaît son modèle au pays. Ils ont goyi, ouais. Ils ont goyi, ouais. À sa poule Laurent, mignon garçon. La mine Trouba. Zo, c'est devenu le métier, Jair ne doit pas gratter. Les problèmes sont remplis dans valise, mais ils ont toujours quelque chose à dire. Faut voler malin au quartier, c'est Dieu qui va les tuer. Comme une façon, vous êtes sapé là, qui a prêté habit de sa camarade. Oui. Point d'interrogation. Jimmy le prophète, avis martial, Alain Guédé de Toulouse. Maman Yeli dit que celui-là, son caleçon est gros.
Fougoumou, tu as porté là, le kilo n'a pas de prix à coûter. Maman, connexion abonnant. Ah, Baïka Blue, ils sont goïs, ouais. Ma Baïka Blue, ils caïnent, ouais. Mais c'est bien les papas, au caïnent, ouais. Papis Kadel, Maté, caïnent, ouais. Kabila, Angelo, Gazelle, caïnent, ouais. Ah, Baïka Blue, Angelo Révélation. Bienvenue sur la radio 4 saisons. Bienvenue sur la radio 4 saisons. Commissaire Sokoni. Ikakola, Meitolo Diala. Assis dans la tribune, tu t'es joué les entraîneurs. Aujourd'hui, ballon dans tes pieds, c'est mes potos là, tu es tapé. Ah, mes frères, l'autre il était mieux, hein. J'ai dit, boost, tu fais au pays là, c'est ton caleçon là qui est beau, sinon tu n'es rien. Ils ont goï, ouais. Yeah, ils ont goï, ouais. Ça met succès, ils ont goï, ouais. Les rendez-vous GK, votre plateforme de discussion, de sensibilisation et d'édification. Manu Katele yo Atea ireza o Beile yo rabade o dizala Dizala o rabade le dizala Adeline bebe rabade dizala Écoutez, Guillaume Kofi vous présente, tous les jeudis soirs, dès 17h, sur les ondes de la radio 4 saisons, les rendez-vous GK. C'est un espace d'expression, un moment de partage et d'enrichissement. Ce sont des échanges pertinents sur différentes thématiques, pour la recherche de solutions aux problématiques sociétales. Alors, Guillaume Kofi vous donne rendez-vous, jeudi à 5h de l'après-midi, sur les antennes, de la radio 4 saisons. Écoutez, Guillaume Kofi vous présente, tous les jeudis soirs, dès 17h, sur les ondes de la radio 4 saisons, les rendez-vous GK. C'est un espace d'expression, un moment de partage et d'enrichissement. Ce sont des échanges pertinents sur différentes thématiques, pour la recherche de solutions aux problématiques sociétales. Alors, Guillaume Kofi vous donne rendez-vous, jeudi à 5h de l'après-midi, sur les antennes, de la radio 4 saisons. Merci d'être toujours à l'écoute de Radio 4 saisons, la baie des belles sur le net. Vous êtes en train de nous écouter, c'est dans la production Les Rendez-vous GK. Oui, chaque jeudi de 17h à 19h, heure normale de l'Est, 22h, minuit, temps universel. Les Rendez-vous GK, nous confrontons les idées, ou bien nous échangeons, nous apprenons, nous nous formons. Et aujourd'hui, par exemple, nous recevons monsieur Laurent Kwasi, il est essayiste, auteur des livres, et nous parlons justement de ce livre. Le premier, paru en 2019, Côte d'Ivoire, la grande parenthèse, devoir de mémoire. Le deuxième livre, Mon carnet de la quarantaine, enjeu des nombreux incongrus des sociétés africaines, le cas de la Côte d'Ivoire, paru en 2022, juste l'année dernière là. Oui, il a cette boulimie d'écriture, mais surtout la qualité dans l'écriture. Oui, c'est ce que nous aimons aussi parce que vous êtes à l'écoute de la meilleure. Et les meilleurs se croisent, les grands esprits se croisent. Monsieur Laurent Kwasi, n'est-ce pas? Merci, monsieur Guillaume Kofi. Ok. En tout cas, nous, on aime les bonnes choses. Et puis, il faut célébrer nos artistes, nos intellectuels, nos savants de leur vivant. Ouais, c'est important aussi ça, hein? Ok. Nous sommes en train de parler, nous allons continuer de parler du deuxième livre, Mon carnet de la quarantaine, enjeu des nombreux incongrus des sociétés africaines, le cas de la Côte d'Ivoire.
Et juste avant la pause musicale, nous avons déjà parlé de votre inspiration et établi le lien. Vous avez expliqué un peu le lien qui existait entre le premier et le deuxième. Et puis, vos actions dans la communauté, dans la société. Et nous allons poursuivre. Moi, j'ai pris le deuxième livre et je regarde l'image en couverture. Et je vois écrit incongru partout, dans toutes les parties de la carte de l'Afrique. Je dis, waouh! Quelle explication donnez-vous à cette photo, monsieur Laurent Kwasi? L'explication est très simple. Juste à observer un peu nos sociétés, les pays en Afrique, on se rend compte que aucun pays n'échappe à cette réalité. Il y a beaucoup... ok. Et puis aussi, il faut que je précise une chose. Le thème incongru, ça pouvait se faire remplacer par incongruité, dysfonctionnement, l'état. Donc, c'est un peu ça. Quand on regarde dans notre société, il y a tellement d'incongrus, il y a tellement d'incongruité, il y a tellement de dysfonctionnement, il y a tellement de choses. En parler, c'est vraiment permettre aux uns aux autres de se rendre compte et d'arriver à prendre des dispositions pour pouvoir trouver des solutions les plus adéquates et pour qu'on puisse trouver des solutions, des sociétés beaucoup plus harmonisées et beaucoup plus équitables. Donc, globalement, c'est un peu ça. Et c'est de secteur en secteur. Et donc, il n'y a aucun pays qui est différent en termes de réalité qu'on a dans nos différentes sociétés, dans les différents pays en Afrique. Donc, il faut en parler. En parler, ça va susciter des choses, ça va susciter des conversations, ça va susciter des échanges, ça va susciter beaucoup de choses. Et ça va permettre aussi aux décideurs de voir et de se rendre compte que oui, voilà, c'est ce domaine-là, voilà ce qu'on doit faire pour pouvoir fixer telle chose. Mais il faut absolument que nous, Africains, on puisse en parler pour faire ressortir tous ces éléments qui existent. Merci beaucoup. Et j'imagine que la quête des enjeux des nombreux incongrus a été hardie. Quelle a été la plus grande difficulté rencontrée en tant qu'essayiste durant l'écriture de ce livre-là? Globalement, c'est le plus gros défi, comme je l'avais souligné, je l'ai même souligné au début du livre, c'est qu'un seul petit bouquin ne peut pas faire ressortir tous les dysfonctionnements et tous les incongrus dans nos sociétés. J'ai même un ami qui me disait, mais Laurent, chaque chapitre de ton livre, là, c'est un livre. donc j'ai juste répondu et dit, mais si je dois attendre pour faire 8 livres, bien, c'est pas combien de chapitres j'ai dedans, si pour attendre pour faire 8 livres, bien 10 livres, je ne vais pas pouvoir faire la publication. Mais aussi succinct que cela puisse paraître, mais c'est essentiel qu'on puisse en parler. C'est essentiel qu'on puisse faire. Donc, l'une des plus grandes difficultés, c'est comment trier et comment sélectionner. Qui laisser, qu'il faut en parler, quoi il faut laisser, quoi il faut en parler. Donc, globalement, c'était un peu ce type de difficulté. Merci pour l'honnêteté intellectuelle et nous apprécions ça. Et ça ne nous étonne pas parce que déjà, quand je vois le travail abattu là-dedans, je vois beaucoup d'humilité dans votre démarche, ce sens d'ouverture, cette flexibilité. Et déjà, nous sommes fiers que, en tant qu'intellectuel aussi, vous le disiez tout haut. Nous, ça nous plaît quand même là. On se dit que oui, en tant que radio, on a invité une personnalité. Merci à toi. Merci à vous, Laurent Kwasi. Oui. Nous allons maintenant ouvrir le livre. Mon carnet de la quarantaine, moi je l'ai sous les yeux ici, enjeux des nombreux incongrus des sociétés africaines, le cas de la Côte d'Ivoire. Et nous allons déjà voir les différents chapitres. Je note 7 grandes parties qui parlent d'incongruité. 1. Agglomération et politique d'urbanisation. 2. Secteur agricole. 3. Réalité de vie socio-communautaire. 4. Secteur du tourisme. 5. Administration publique, système d'éducation et la société civile. 6. Politique, institutions, nation et patriotisme. Le 7.
les valeurs et les acquis du peuple ivoirien. Dites-moi, pensez-vous que vous avez couvert déjà tous les secteurs essentiels? Oui, je viens à peine de le dire. Le problème le plus auquel j'ai été confronté surtout, c'est le tri. C'est le tri parce que, et je l'ai même dit, j'ai dit au début que un seul livre ne peut pas tout faire ressortir. Et c'est pourquoi même, je l'ai aussi fait dans le premier, et je l'ai fait aussi dans ce deuxième. J'invite tout le monde, tous ceux qui sont, qui le désirent, qui le veulent, de s'y mettre. Et de faire en sorte qu'on puisse visiter tous les secteurs possibles qui puissent exister. Et faire ressortir un peu tous ces incongrus. Et faire en sorte qu'on puisse avoir une idée globale des incongrus dans les différents secteurs que composent nos pays. Donc, je ne pense pas qu'un seul livre peut relever tout ça, et j'en conviens, il y a beaucoup de secteurs pour lesquels je n'ai pas pu avoir le temps d'en parler. Ok, peut-être que moi je vais parler des transports. On va parler de transport. Ok. Il y a le secteur de la santé, il y a plein d'autres secteurs, l'environnement, plein d'autres secteurs pour lesquels, ouais. Ouais. Mais avez-vous des incongrus préférés quand même? Pourriez-vous choisir trois incongrus dont on va parler? Ok. Comme je l'ai dit, ces sujets, pour moi, c'est vraiment des sujets de passion. Si on me demande aujourd'hui, est-ce que tu as une préférence par rapport à un thème, par rapport à d'un thème par rapport à l'autre, bien tu as une préférence parmi tous ces thèmes, je dirais non. Je dirais non parce que tous mes incongrus, ce sont des choses pour lesquelles, c'est un peu comme des petits bébés pour lesquels j'apporte beaucoup d'affection, beaucoup d'admiration. Et c'est eux tous, parce qu'eux tous ont le droit de citer. On a droit de regarder à l'intérieur de tous ces secteurs que j'ai cités pour pouvoir voir un peu qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas. Et donc, ça fait que aujourd'hui, me dire de choisir, ça va être très difficile, mais on peut toujours, comme ça, au hasard, en parler de quelques-uns, mais sinon, que tous mes incongrus sont des incongrus auxquels j'y tiens absolument. Ok, moi je vous propose de parler de les incongrus, agglomération et politique d'urbanisation. Ça peut aller? Oui, pourquoi pas, je peux boucher un peu sur ça aussi. Oui. Rapidement, je pas trop dans les détails, mais le constat que j'ai fait avec agglomération et politique d'urbanisation, je suis parti d'un simple constat. Et je me dis que si on n'arrive pas à régler ce type de problème pour que les politiques d'agglomération et d'urbanisation puissent être des politiques totalement maîtrisées, ça va toujours créer le problème que nous vivons. Hein? Un peu comme par exemple, on peut prendre n'importe quel quartier, on veut faire l'extension, on veut créer un nouveau quartier. Ok, les autorités finalement municipales ou bien de l'urbanisme ou bien du ministère de l'urbanisme vont attribuer des terrains. On attribue des terrains et les gens arrivent à avoir les papiers nécessaires pour pouvoir être propriétaire de ces terrains et tout. Mais maintenant, c'est fait. Le terrain est là, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas d'adduction d'eau, il n'y a pas d'électrification, il n'y a rien. Il n'y a pas les centres communautaires, les centres essentiels, les écoles éventuellement. Rien n'est construit, rien n'est fait. Mais celui qui a un peu les moyens, il va construire juste sa maison ici. Et puis, un autre aussi qui a 20 mètres, 50 mètres, qui a un peu plus les moyens, il va construire, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais un quartier comme ça, on les voit partout dans tous les pays en Afrique. Et un quartier comme ça, quand ça commence comme ça, on est parti pour 40, 50, 60, voire même plus. Il y a certains qui existent depuis plus de 60, 50 ans, où toutes les maisons et tous les lots ne sont pas reconstruits. Donc, on a des quartiers qui existent, qui s'étendent, mais quand tu rentres dedans, il y a tellement de disparités. Il y a tellement de disparités. Il y a des endroits entiers où ce n'est pas construit, il y a des endroits entiers où rien n'est là, après 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais comment est-ce qu'on peut créer ce type de problème et des quartiers où, pour avoir accès, c'est totalement impraticable. Puisque quand il va pleuvoir, l'érosion et tout, des
quartiers difficiles d'accès. Et on est parti pour des années pour qu'on puisse avoir des bitumes, pour qu'on puisse avoir l'explication, pour qu'on puisse avoir l'adduction d'eau. Mais ça marche pas si on possède ainsi. J'ai bien parcouru. Oui, j'ai bien parcouru cette partie-là. Et vous relevez aussi le défi de l'entretien. Parfois, il existe, mais l'entretien ne suit pas. Exactement. J'ai pris un exemple très simple. Je parle un peu le cas de la Côte d'Ivoire. Et pour revenir un peu en arrière, je l'ai dit à un ami, j'ai dit, la particularité du deuxième livre, Les Incongrus, c'est que quand on enlève le cas de la Côte d'Ivoire, si par exemple un frère guinéen, un frère malien, un frère burkinabé veut écrire son livre, il enlève juste le cas de la Côte d'Ivoire, il met le cas du Burkina, ou bien le cas de la Guinée, ou bien le cas du Mali, ou bien c'est pas le cas de la Centrafrique. Peu importe. Il suffit d'enlever le cas de la Côte d'Ivoire pour mettre le cas de ces pays-là, et puis vous avez votre livre à vous. Vous créez votre livre, vous rentrez dedans, vous apportez toutes les modifications nécessaires, vous apportez tous les éléments qu'il faut, mais vous payez votre livre. Parce que chaque pays, on a à peu près les mêmes réalités, les mêmes difficultés. Ça peut varier d'un pays à un autre, certes, mais c'est globalement les mêmes cas, les mêmes dysfonctionnements qu'on observe. Donc, c'est le caractère beaucoup général de ce livre qui me plaît plus. Ça permet à quelqu'un qui ne plaît pas ivoirien de le lire et de savoir ah oui, mais on a ces mêmes problèmes là aussi. Ah oui, mais c'est même les mêmes choses qu'on vit. Et ça permet cette veille collective et qui transcende un peu les pays. Et donc, c'est ça l'importance de ce bouquin. Et donc, quand on voit un peu ces éléments, l'entretien, c'est exactement ça. Et c'est exactement ça. Et nos villes n'ont pas de caractère. Imagine, tu vois, on va dans une ville, quel est l'aspect, le caractère que nos villes présentent en termes culturels, ou en termes même de nos réalités au niveau de la culture, de nos coutumes et autres. Il n'y a rien. On ne prend pas en compte tous les éléments. On ne vulgarise pas notre histoire à travers nos villes. Vous me faites penser à cette anecdote qui est à la page 37, chers auditeurs et auditrices. Je vous conseille d'acheter ce livre-là, Mon carnet de la quarantaine, enjeux des nombreux incongrus des sociétés africaines, le cas de la Côte d'Ivoire, de M. Laurent Kwasi. Je lis à la page 37. Pour mieux cerner les défis et enjeux considérables dans nos villes et cités en Afrique, permettez-moi de vous relater cette petite anecdote avec un ami qui, un jour, au cours de nos nombreux échanges, me confia que durant les premiers moments de son arrivée au Canada, il s'était lancé un défi qui consistait à trouver des voies et routes non bitumées à travers les quartiers de la grande ville de Toronto et autres agglomérations qu'il visitait. Car pour lui, c'était invraisemblable de voir que tout était soigneusement bien fait et entretenu partout où il s'y rendait. Waouh, waouh. J'ai bien aimé cette anecdote-là parce que généralement, nous les immigrants, quand on arrive ici, on procède par comparaison parce qu'on vient de quelque part. C'est normal. Et puis, j'ai bien aimé ça. C'était à la page 37 jusqu'à la page 38. Mais aussi, M. Laurent Kwasi, pour poursuivre toujours dans ce chapitre-là, vous lancez, je dirais, la pierre un peu aux autorités de tutelle. Vous dites que ce sont les autorités qui généralement favorisent tout cela. Ok. Toute ville ou bien toute agglomération, il y a un plan. Un plan directeur, il y a quelque chose qui est déjà prédéfini et tout. Maintenant, le problème se pose au niveau de la mise en œuvre. Au niveau de quelles responsabilités on peut décider de faire tel qu'on le fait maintenant. À quel niveau de responsabilité, à quel niveau de cette chaîne au niveau de nos autorités, on décide de faire comme ça. Parce qu'en le faisant, on ne résout pas le problème parce qu'on ne peut plus de problème.
Mais c'est vrai que la population ou bien les citoyens ont besoin d'avoir des toits. Mais procédons autrement. Procédons autrement. Je me souviens, je l'ai dit dedans. Tu prends des villes comme par exemple Port-Boué, et même des grands quartiers à l'intérieur de Yopou, Koumas et autres. Mais on avait des sociétés avant, en Côte d'Ivoire, Sikoji et Sosifia, qui construisaient des quartiers entiers. Et ces quartiers entiers qui sont construits, ils sont construits avec des écoles, des centres communautaires, ils sont construits avec des voies bitumées et tout. Et les gens venaient prendre ces maisons. Mais les quartiers avançaient. Mais ça, c'est une forme bien huilée de contrôle de politique d'urbanisation et d'expansion. Mais si on ne le fait pas et qu'on procède autrement comme on le fait maintenant, et le problème qui s'ensuit, on n'arrive pas à le résoudre. On peut comprendre que des gens peuvent vivre dans des quartiers, ils peuvent faire 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est difficile, on ne peut même pas avoir accès à leur maison. Tu vas avec ta voiture, bien quoi, tu es obligé de stationner quelque part et d'aller à pied pour pouvoir rejoindre des parents et des amis qui habitent dans la zone. Dommage. Et d'ailleurs, vous parlez d'analogie à la page 46 en faisant référence à l'éminent écrivain nigérian Chinua Achebe, le monde s'effondre, on pourra dire les villes s'effondrent en Côte d'Ivoire. Waouh! C'est pas très pessimiste ça? Non, pas pessimiste, mais c'est vraiment un cri de cœur. C'est un peu une désolation, si vous voulez. Je l'ai expliqué dedans. Je prends par exemple une ville que je connais, n'importe quelle personne peut prendre une autre ville ailleurs. Prends une ville comme Bouaké que moi je connais, qui est la deuxième grande ville de la Côte d'Ivoire. Mais depuis 1989, les seules réalisations qu'on a vues, les seules grandes réalisations qu'on a pu avoir dans ces villes, c'est ce que j'ai cité là. Ils ont construit un marché de gros, ils ont construit aussi, il y a l'université à la Ouattara qui a été construite aussi dans les mêmes années, un peu plus récemment. Mais c'est fini, ça fait plus de 20 ans, 30 ans, il n'y a aucune autre relation. Tous les immeubles que tu vas voir Baké, c'est des immeubles qui existent depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et quand tu rentres dans les quartiers, au lieu de voir peut-être des améliorations au niveau des voies qui sont bitumées, des voies qui sont entretenues, non. C'est l'érosion qui a pris la place. On n'arrive même plus à marcher dedans. Dommage. Wow. Et donc, quand on voit ça, est-ce que c'est des villes qui existent? Et c'est des grandes villes par contre. C'est des villes qui existent, mais aucune action, ou bien c'est les actions. Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi est-ce que c'est pas idée? Pourquoi est-ce que c'est pas palpable? Et comme je l'ai dit, j'ai dit à un ami, si tu vas dans une ville à l'intérieur, si tu connais la ville avant, tu fais 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu vas repartir dans la même ville, tu ne vas même pas chercher à contacter quelqu'un pour qu'on puisse t'aider à retrouver l'endroit. N'est-ce pas un avantage? Un avantage. Les mêmes choses sont là. Il n'y a pas changé, il n'y a pas de modification. Merci beaucoup, monsieur Laurent Kwasi. Nous sommes à 18h09, heure normale de l'Est. 23h09, temps universel. Vous êtes à l'écoute de Rendez-vous, de l'émission qui s'appelle Les Rendez-vous GK. C'est sur Radio 4 Saisons, La Belle des Belles. Je suis Guillaume Kofi. Vous me retrouvez chaque jeudi ici, donc 17-19. Et samedi de midi à 14h dans l'émission musicale, promotion et diffusion du genre musical coupé-décalé qu'on appelle. L'émission s'appelle Coupé-décalé Vibes. N'oubliez pas, monsieur Laurent Kwasi est ici pour présenter ses livres, mais nous sommes présentement à la présentation du deuxième livre, présentation de Mon carnet de la quarantaine, enjeu des nombreuses incongrues des sociétés africaines, le cas de la Côte d'Ivoire. Nous allons continuer avec le deuxième choix, les incongrues, réalité de vie socio-communautaire. Monsieur Laurent Kwasi, qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce niveau-là? Ok, là
on est parti d'un constat, je suis parti d'un constat très simple, puisque à force d'observer, de regarder, on se pose des fois des questions sur certaines choses qui se passent, et on se rend compte que, surtout en Afrique, dans nos pays, pour un élève, je ne dirais pas que c'est tous les élèves, je ne dirais pas que c'est généralisé, mais à une proportion très élevée, un élève qui commence de la classe de CP1, qui est CP1, ici c'est grade 1, jusqu'à ce qu'ils arrivent à grade 12, qui est terminal. Cet enfant, s'il a une chance, il va avoir peut-être une ou deux tuteurs. Il y a certains qui vont avoir 2, 3, 4 tuteurs. C'est-à-dire que des personnes que les parents vont aller voir, ça peut être des cousins, des tontons, des neveux, en tout cas éloignés, et parce qu'ils sont soit dans une ville et le parent n'a personne dans cette ville, ils vont aller voir la personne pour que l'enfant puisse rester avec la personne pour continuer les études. Et donc, c'est comme ça que ça procède. On procède. Et c'est comme ça qu'on fait les choses. Et pour que l'enfant puisse terminer jusqu'à l'université, même arriver à l'université, il faut trouver un tuteur. Là où, dans la ville où ce soit Abidjan, soit c'est Yamoussoukro, mais il faut trouver un tuteur. Et donc, c'est comme ça qu'on procède. Et donc, cet enfant, il se retrouve à parcourir une ou deux, trois familles, des familles qui vont l'héberger, qui vont l'accepter en tant que leur fils. Généralement, ça se passe très bien. Et quand ça finit, un enfant comme ça qui commence à travailler, il y a non seulement un sentiment de redevabilité par rapport à toutes ces familles qui l'ont hébergé, qui l'ont aidé, qui l'ont accompagné. Et puis, au-delà de ça, il y a sa propre famille. Famille en termes d'Afrique, c'est papa, maman avec les frères, cousins, tout. Et puis aussi, sa petite famille à lui. Bon, ok. Quand on voit ça, il y a toutes les pressions partout. Il y a aussi tous les événements qu'on connaît, les mariages, et tout ce qui a comme assister les funérailles, tout ça, les cérémonies qu'on a aussi au pays. Donc, il y a tout un environnement dans lequel le travailleur là, va baigner et va être dedans, avec toutes les pressions de différentes sortes, de part et de partout. Mais je me rends compte que ce travailleur n'est pas suffisamment accompagné. On n'a pas réussi à accompagner suffisamment ça. On les accompagne pas. Vous finissez, vous commencez à travailler, on vous dit, bon, ok, vous travaillez, voilà. Mais non, le travail africain, au vu de toutes ces réalités socio-communautaires que nous avons en Afrique, a besoin d'un suivi, a besoin d'être suivi, a besoin qu'on accompagne. L'accompagner, c'est l'aider à se retrouver dans toutes ces pressions pour ne pas qu'au sortir, après ces 30 ans, 30, 40 ou bien années de service, ils puissent se retrouver dans la pauvreté absolue. Donc, on va créer un cadre, un canal qui puisse aider, favoriser, accompagner le travailleur de telle sorte que ce travailleur puisse se sentir accompagné, puisse sentir la présence de l'État, la présence de son pays, pour qu'ensemble, ils puissent se retrouver dans toute cette pression aussi forte venant de partout, de toutes les directions. Et donc, il y a certaines personnes, des personnalités, des chefs d'entreprise. Je prends par exemple le cas de la compagnie ivoirienne de l'électricité où j'étais travailleur là-bas. Notre ancien directeur, paix à son âme, M. Zadi Ekese, l'a si bien fait avec un fonds qu'il a créé pour aider les travailleurs qui vont à la retraite à avoir un fonds disponible. Il y a certains pays qui le font. Des pays comme l'île Maurice, il y a certains pays qui le font, des pays comme Singapour, qui ont des systèmes. Singapour, par exemple, des systèmes de telle sorte que un fonctionnaire qui travaille, qui ne peut pas finir et tout, et puis ne pas avoir un toit. Donc, l'État t'accompagne, l'État te permet de pouvoir obtenir des droits. Donc, voilà globalement des éléments comme ça que j'ai pu citer dans ce domaine et qui, pour moi, c'est important pour permettre aux travailleurs de se retrouver et de pouvoir se concentrer sur le travail et faire en sorte que le pays puisse bénéficier de ces services humblement. Merci beaucoup, Monsieur Laurent Kouassi. Et moi, je vous l'ai dit, j'ai disséqué quelques chapitres du livre et à la page 69 déjà, à la fin de la page, au bas donc, il y a un paragraphe qui m'a touché. C'est comme un petit résumé de ce que vous avez dit, quoi. Je vais le lire. Une situation préoccupante car elle affecte directement le rendement, l'efficacité, voire la probité de la plupart des travailleurs africains.
L'idée est de parvenir à rassurer l'agent de l'État ou l'employé du privé en lui montrant que l'État ou l'entreprise pour lequel il travaille durement est présent et l'accompagne au quotidien dans cette gestion difficile des effets de la pression familiale au sens large et de sa propre communauté. Oui, tout est dit ici. Rendement, efficacité, probité. Parce que la corruption rôde toujours. Nous allons terminer cet entretien avec la dernière partie que nous avons choisi, les incongrus, les valeurs et les acquis du peuple ivoirien. À ce niveau, vous avez dit plusieurs choses. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Ce chapitre me tient aussi beaucoup à cœur. Compte tenu de l'idée que cela véhicule, c'est quoi? Une société, c'est quoi? Une société, pour moi, c'est des valeurs et des acquis. C'est ça une société. Si on fait 20 ans, 30 ans, on existe pendant 20 ans, 30 ans, on doit être capable de s'asseoir et de se poser la question de savoir quelles sont nos valeurs, quels sont nos acquis. Les valeurs, ça va représenter notre identité. L'Ivoirien que tu vois, c'est un travailleur. Le Sénégalais que tu vois, c'est un travailleur. Le Malien que tu vois, c'est un travailleur. Ce sont des valeurs. Le Burkinabé que tu vois, c'est la probité. C'est des hommes intègres. Ce sont des valeurs. Mais une société doit construire ses valeurs. Il doit y avoir beaucoup, et ces valeurs doivent être vulgarisées, doivent être enseignées et doivent faire en sorte que on puisse reconnaître les citoyens de ce pays, d'un pays, à travers ces valeurs qui ont été cultivées, qui ont été enseignées, qui ont été vulgarisées. Les acquis, c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut évoluer dans une société après 20 ans, 30 ans, 40 ans? On se pose la question, mais quels sont nos acquis après 30 ans, 40 ans, 60 ans d'existence? La plupart des personnes en Afrique vont te répondre, je ne pense pas qu'on a des acquis. Mais pourquoi? Parce que les acquis, c'est quoi? Ok, le secteur de la santé, on est les meilleurs. Nous sommes la référence. Nous constituons la référence. Quelqu'un veut s'inspirer d'un système correct et bien maîtrisé, allez-y en Côte d'Ivoire, allez-y au Mali, allez-y en Guinée, parce qu'eux, ils ont le meilleur système de santé. C'est ça, les acquis. Mais une fois que tu as cet acquis-là, tu ne t'arrêtes pas là. Tu consolides et tu vas à la conquête d'autres acquis. Le système de l'éducation. Comment est-ce qu'on fait pour que le système puisse être solide, qu'il y ait la probité, qu'il y ait la formation, qu'il y ait tout ce qu'il faut pour créer un système éducatif de qualité. Mais une fois que tu as tout ça et que tu constitues une référence et que les gens reconnaissent que ton système il est bon, il est posé, tu connais, toi-même tu maîtrises, tu sais que oui, les choses se passent bien, que les choses sont sous contrôle, en ce moment-là, tu le consolides et tu cherches encore à aller vers d'autres acquis. Je posais une question comme ça à un ami dans le livre, c'est évident. Qu'est-ce qui peut être notre acquis au niveau de la Côte d'Ivoire? La réponse était non. Mais il y a un qui, pour plaisanter, il a dit non, je pense que notre acquis, c'est le Zouglou. Bon, c'est vrai, on ne peut pas ignorer ça. Mais la culture, bien. Mais il y a des valeurs aussi, il y a d'autres acquis qu'on peut chercher à les conquérir. On peut chercher à aller les consolider, à les avoir, et faire en sorte que la société puisse évoluer. C'est un peu comme des éléments, des fondations. Donc, c'est acquis. On fait en sorte que ça se consolide. Ça consolide la société, puis on va vers d'autres acquis, acquérir d'autres acquis, et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est comme ça que la société peut évoluer. Et donc, mettre à côté des valeurs et à côté des acquis. Et travailler dur pour pouvoir concrétiser ces acquis. Et d'ailleurs, ce qui va aboutir à une identité particulière, comme vous l'avez si bien dit à la page 137. J'ai beaucoup apprécié aussi cette partie-là. Tout cela va concourir
à ce qu'on appelle ici en Ontario la construction identitaire. Merci déjà, Monsieur Laurent Kwasi. Nous avons déjà couvert les 3 parties choisies. Et puis, on invite les auditeurs et auditrices à s'approprier les livres. Nous allons leur donner les points de vente sous peu. Mais déjà, globalement, qu'est-ce que l'auditrice ou l'auditeur, justement, devrait retenir de ce livre-là, Mon carnet de la quarantaine? Globalement, ce qu'il faut retenir, l'idée est très simple. C'est faire ressortir tous ces dysfonctionnements pour que tout un chacun, quel que soit le pays d'origine, quel que soit d'où on vient, on puisse se rendre compte qu'on a un long chemin à parcourir et qu'on a du boulot à faire. En parler, je ne vais pas dire que oui, on en parle, non, en parler c'est bon. Parce que ça permet aux gens de se rendre compte qu'on a du boulot à faire, on a un long chemin à parcourir. Et donc, se rendre compte du travail énorme à faire, c'est pas déjà mal déjà. Mais il faut le faire. Il faut, je l'ai dit dans l'introduction, il faut qu'on évite certaines choses du genre, ok, nous sommes à l'heure du développement dans 1 an et dans 2 ans. Non, mais on sait qu'il y a du boulot derrière. Les choses ne sont pas encore comme il faut, mais il faut qu'on en parle. Il faut qu'on fasse en sorte qu'on puisse avoir des sociétés qui se consolident, des sociétés avec des valeurs. Et les valeurs sont essentielles. Il n'y a aucune société qui puisse se bâtir sans ses valeurs, sans ses propres valeurs. Et donc, c'est ça qu'il faut mettre en place. C'est ça qu'il faut consolider. C'est ça qu'il faut faire en sorte que les gens puissent comprendre qu'on doit le faire. Et on doit le faire, ça passe par un système de sensibilisation, d'éducation et de vulgarisation intense. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Laurent Kwasi. Pourriez-vous nous donner les points ou bien les sites internet de vente, je veux dire, de vos livres? Oui, les livres sont disponibles, par exemple, on est au Canada, donc on va parler un peu d'une librairie comme Renaud Brouet qui se trouve un peu partout. Et donc, vous pouvez aller sur leur site www.renaud-brouet.com ou bien vous tapez simplement Renaud Brouet sur Google, vous allez dans la rubrique des livres et autres, vous tapez le nom du livre, ou bien oui, vous allez pouvoir trouver ça facilement. Et puis aussi, il y a aussi un site qu'on appelle les librairies. Les librairies, c'est www.leslibrairies-tout-collé.ca. Ceux-là aussi disposent des copies de ces 2 bouquins. Et donc, il y a aussi le circuit de la maison d'édition qui est Harmattan Édition. Donc, vous allez sur le site, vous tapez juste Harmattan Édition. J'ai même des personnes qui ont pu faire leur commande directement sur le site Harmattan Édition. Donc, juste taper Harmattan Édition et puis vous pouvez avoir, il y a les 2 versions. La version papier et puis il y a la version électronique. Et donc, vous pouvez avoir ça sur tous les sites que j'ai cités. Vous avez les 2 versions de chaque livre. Merci déjà. À donc, 18h. Je peux aussi donner mon contact. Oui. Si éventuellement quelqu'un veut une commande, il y a quelques copies ici déjà. Mon contact, c'est le 6-4. Je peux le faire? Oui, allez-y. 647 685 5109. Et puis bon, voilà. C'est disponible, et puis voilà quoi. Ok. 18h24, Monsieur Laurent Kwasi, essayiste, auteur de livres, dont des 2 livres dont nous avons parlé, Côte d'Ivoire, la grande parenthèse, devoir de mémoire, et le 2e, Mon carnet de la quarantaine, enjeu des nombreuses incongrues des sociétés africaines, le cas de la Côte d'Ivoire. Avant de partir définitivement, pour revenir prochainement, nous allons demander à Monsieur Laurent Kwasi, au terme de notre échange, quel serait votre propos? Mes premiers propos, c'est vraiment des mots de remerciement à la radio 4 saisons pour cette invitation. C'est vraiment très apprécié et je dis grand merci à la direction de radio de 4 saisons
et puis aussi à l'animateur Monsieur Guillaume Kofi. Tout le plaisir a été pour moi. Et puis bon, voilà, je suis disponible si éventuellement il y a des possibilités de revenir sur des chapitres plus en profondeur. Je le ferai avec plaisir. On n'a pas pu parcourir tous les chapitres, surtout le deuxième concernant le carnet de la quarantaine. Le titre même de mon carnet de la quarantaine, pourquoi? Simplement parce que je l'ai écrit pendant la période de quarantaine, donc c'est pourquoi j'ai parlé de mon carnet de la quarantaine. Et donc, globalement, il y a d'autres chapitres qui sont très intéressants, notamment la vie politique, sociale, comment créer des unités, des systèmes de gouvernance qui puissent nous permettre d'évoluer convenablement et avoir la tranquillité, la paix. Parce qu'un pays, ce qui cherche la paix, il n'est pas question que pour chaque élection, pour chaque situation, quand nos hommes politiques ne sont pas contents, tout le monde tremble. Quand ils sont contents, tout le monde est tranquille. Non, il faut absolument que la société puisse arriver à maîtriser ce genre de situation. Et donc, toutes ces propositions sont dans le livre et faire en sorte qu'on puisse avoir des sociétés vraiment plus stables. Et l'essentiel, c'est comment bâtir une nation. C'est vrai qu'on veut, la politique c'est bien, mais la politique c'est pas le seul secteur. Donc, faisons en sorte que la politique puisse pas prendre en otage un pays, peu importe le type de pays. Donc, globalement, c'est un peu ça. Et toutes ces propositions sont dedans. Il y a d'autres chapitres encore, le tourisme et tout. Et c'est des très bonnes propositions qui sont dedans. Donc, on aura l'occasion, si éventuellement c'est possible, de revenir si vous le souhaitez. Mais dans tous les cas, vous serez toujours le bienvenu, il n'y a pas de problème. On va travailler à cela et puis Radio 4 Saisons ouvrira toujours ses portes. Merci encore à vous, Monsieur Laurent Kwasi. Et je vous confie quelque chose. J'ai pu savoir le prénom de votre épouse lorsque je préparais parce que j'ai visionné quelque chose sur YouTube là. On fait un coucou à votre épouse Sophie. Ok, merci. Et puis à tous les enfants. Ok, merci. Au revoir. Bye bye. Merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir et puis merci pour tout. Au plaisir. Merci. Okay. Les rendez-vous GK, votre plateforme de discussion, de sensibilisation et d'édification. Les rendez-vous GK, la référence qui fait la différence.
Vous êtes branchés sur la radio du monde. Vous êtes branchés sur la radio du monde. Bienvenue sur la radio 4 saisons.